Alors, je vais appeler nos trois participants à la table ronde, donc Angélique Nicoli, Thierry Coapé et Victor Lamego pour aborder cette table ronde autour d'illustrations de production qui peuvent être source de diversification. Ils arrivent donc avec des cadeaux. Non. Voilà, installez-vous. Donc Angélique Nicoli, vous êtes ingénieur conseil chez Nataïs. Thierry Coapé, vous êtes responsable production spécialisée à la coopérative Euralis. Et Victor Lamego, vous êtes président donc de la société Occitanie Géotex. Alors première question, voilà, vous représentez donc tous les trois une filière de production que votre entreprise entend développer. Est-ce que vous pouvez donc nous dire deux mots sur voilà, cette filière, quelques chiffres clés et les surfaces de production. Alors en sachant qu'on a trois filières à des degrés divers de mise en œuvre. Certaines sont bien éprouvées, d'autres sont plus exploratoires. Angélique, on commence avec vous. Ça marche pas. Donc bonjour à tous, donc Angélique Nicoli, ingénieure conseil chez Nataïs. Donc voilà, moi je représente la filière popcorn au travers de l'entreprise Nataïs. Juste un petit peu d'historique pour vous représenter le contexte de l'entreprise. L'épopée Nataïs commence dans les années 90. Michael part aux États-Unis et ramène dans ses bagages 2 kilos de semences popcorn. Voilà, il avait en tête un objectif déjà à l'époque de diversification et de recherche de valeur ajoutée à la culture du maïs. Et dans les années 94, ils fondent Popcorn Midi-Pyrénées. Donc ça fait 30 ans déjà qu'on est implanté dans le sud-ouest. Avec, voilà, pour 2024, on avait 7500 hectares de production en maïs popcorn. Et ce qui représentait 200 producteurs partenaires dans le réseau, 30 en bio. On est aussi une filière diversifiée dans la filière. Et voilà, donc on est 150 salariés à l'heure actuelle avec voilà, des projections de croissance continue. Parfait, merci. Alors Thierry Coapé, dites-nous-en un peu plus sur cette filière légumes secs. Alors, côté Euralis, moi, je ne vais pas refaire l'histoire d'Euralis. Si on remontera à 1936, et j'ai compris qu'on n'avait pas trop le temps, donc je vais faire rapide. Mais en fait, le sujet de la diversification, ce n'est pas un nouveau sujet chez Euralis. Je vais quand même faire un peu d'histoire. Effectivement, on a des filières semences qui ont été créées dans les années 50, des filières légumes d'industrie qui ont été créées dans les années 80. Et en fait, le projet de la coopérative, c'est justement de créer des filières et de trouver des marchés qui permettent à la fois de ramener de la valeur dans les exploitations, mais à la fois aussi de répondre à des enjeux donc de diversification dans les fermes, mais aussi à répondre à des enjeux de durabilité, par exemple, dans les productions. Donc depuis quelques années, on a essayé d'intensifier cette démarche de diversification. On a regardé quelque part tous les marchés potentiels qu'il pouvait y avoir pour nos agriculteurs et c'était pas une chance, si c'est une chance, on a un partenaire historique dans le groupe, c'est la société Bonduel, avec qui on produit des légumes d'industrie depuis les années 80, avec qui en fait on a réfléchi en fait à quels pourraient être les nouveaux projets qu'on pourrait travailler ensemble. Et en l'occurrence, eux avaient un projet de renationaliser la production de légumes secs en France. Donc aujourd'hui, ils commercialisent des légumes secs, mais qui sont des légumes secs qui sont essentiellement en fait importés. Et donc on s'est mis autour de la table pour regarder comment on pouvait ensemble créer une filière légumes secs dans le sud-ouest et du coup renationaliser cette production et développer ce marché. Donc aujourd'hui, on en est à notre 4e année de production. Donc effectivement, on est sur une filière nouvelle pour nous. Ça représente un petit 1500 hectares de production en 2024 et avec un projet de développer sur plusieurs milliers d'hectares les productions de légumes secs dans les prochaines années. Les légumes secs, est-ce que vous pouvez nous détailler ce qu'il y a derrière? Alors pour préciser, effectivement, donc on a 3 espèces principales, donc du pois chiche, des lentilles et des haricots secs. Et je ne vais pas rentrer dans le détail des haricots secs parce qu'il y en a toutes les couleurs et toutes les tailles possibles qui puissent exister sur le marché. Merci. Vous pouvez passer le micro à Victor. Alors Victor, vous voulez nous parler de quoi aujourd'hui? Alors merci pour l'invitation. Très rapidement, donc, je suis le président de la société Occitanie Géotex. Je suis ingénieur textile basé à Lavelanet, une des régions qui a été très sinistrée dans les années 80 par la désindustrialisation et on a perdu plus de 8000 emplois en 30 ans.
Donc dans ce contexte économique, j'ai relevé le défi de relancer une industrie verte, décarbonée dans ce territoire. Et passionné de travail, boulimique de projets. On est parti sur une étude qui avait été initiée en 2018 par le concours financier de la région Occitanie sur la verticalisation d'une filière locale au travers de cultures différentes, mais le lin oléagineux dans un premier temps. Et j'ai essayé de bâtir autour de ce projet qui avait été initié en 2018 une industrie adaptée au chanvre. Alors il faut savoir que le chanvre aujourd'hui est composé de 3 éléments, 20 à 23% de fibres, 50% de bois et le reste en poussière. Donc il fallait qu'on arrive à caractériser bien évidemment tous ces éléments afin de concevoir des géotextiles naturels, biosourcés, biodégradables et renforcés. Le terme est un peu barbare, mais c'est aujourd'hui un marché qui est en pleine expansion, qui est évalué à 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et il faut savoir que 80% de ces 16 milliards d'euros sont des géotextiles qui sont enfouis. C'est de la pollution plastique qu'on ne voit pas et qui malheureusement viennent accentuer la pollution et la plastification des océans. Et nous avons réussi à mettre au point des nouveaux produits à base de chanvre, donc géolocalisés donc dans des territoires d'Occitanie. Donc le premier bassin d'expérimentation de 13 hectares a été fait en 2023 avec la Chambre d'agriculture de l'Aude qui a été pilote et soutenu par le réseau DEFI et financé par les agences de l'eau, de pouvoir lancer cet essai d'expérimentation. Et cette année, nous avons lancé 350 hectares afin de pouvoir avoir assez de gisements pour lancer l'industrie en 2026. Ok. Voilà. Et donc, juste un mot sur les perspectives de développement de surface pour alimenter cette usine que vous allez faire à Lavelanet. Alors, la grosse difficulté que nous avions, c'était d'adapter la montée en puissance de l'agriculture en fonction de notre industrie. Donc, comme on est sur des activités annualisées, on est sur des activités saisonnières sur la partie agricole. À terme, c'est plus de 4000 hectares que nous souhaitons lancer. On a fait sur les tests d'expérimentation, plus les 350 hectares que nous avons fait, nous sommes arrivés à des rendements de 4,7 tonnes à l'hectare de paille. Donc on est proche des objectifs que nous étions fixés, qui étaient aux alentours de 4 tonnes. Donc les premiers essais de 13 hectares plus les deuxièmes essais de 350 hectares ont permis de valider le processus et le modèle économique avec les agriculteurs. Très bien, merci. Alors on va faire un tour de table à l'envers maintenant. Et sous l'angle, Victor, on a bien compris que votre outil industriel, vous êtes attaché, vous avez des racines ariégeoises, vous êtes attaché à ce territoire, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi la culture de chanvre est bien adaptée au contexte pédoclimatique de l'Occitanie. Très rapidement, donc il y a bien sûr divers avantages, mais je vais vous en citer quelques-uns. C'est des cultures à bas niveau d'intrants, zéro phyto, faible en azote, allongement de la rotation, culture étouffante pour lutter contre les mauvaises herbes, donc il y a très peu d'irrigation, donc il y a énormément d'avantages culturels. Mais il y a aussi les propriétés de la matière première, de la fibre, qui amènent des résistances mécaniques que nous souhaitions avoir, et on a tracé un itinéraire technique avec les agriculteurs et les semenciers afin de déterminer donc cet itinéraire technique afin de pouvoir lancer de façon industrielle notre projet. Merci. Alors, même question pour vous, Thierry. En quoi la région Occitanie ou le sud-ouest de la France, puisque je pense que vous opérez sur les deux régions, comporte des atouts pour le développement des légumes secs? Donc effectivement, on opère sur les deux grandes régions du sud-ouest, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, mais l'Occitanie est une zone clé pour nous sur la production de légumes secs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on y retrouve un contexte pédoclimatique bien particulier, très adapté finalement aux productions de légumes secs, en particulier sur la partie pois chiches et lentilles. Donc sur la partie haricot, on est plutôt sur la zone Nouvelle-Aquitaine en termes de production, parce qu'on a besoin des parcelles avec des terroirs avec une réserve utile un peu plus élevée, voire de l'irrigation, alors que sur la partie pois chiches et lentilles, nous sommes du coup sur des parcelles en non irrigué.
et avec, de la même manière, on est sur des cultures avec des faibles niveaux d'intrants et qui valorisent très bien les sols argilo-calcaires que l'on peut avoir aussi sur certaines zones de la région. Donc le terroir de l'Occitanie est le terroir parfait pour développer les légumes secs. Angélique, à vous. Ben, pour nous, voilà, pour la culture du maïs popcorn, c'est également un petit peu voilà, le contexte pédoclimatique. Bon, jusqu'à présent, température voilà, qui faisait qu'on pouvait avoir une qualité de culture voilà, premium. Tout ce qui est aussi ensoleillement, voilà, ça fait aussi beaucoup la différence. Et ensuite, nous, on est sur une filière courte où on a une vraie connaissance en fait, des consommateurs. Et vraiment, la qualité du produit Sud-Ouest France est vraiment un atout de vente auprès en fait, de tous nos consommateurs. Donc, on essaye vraiment de privilégier cette origine France, et notamment voilà, à travers des gammes qu'on essaye de développer qui sont vraiment très, très locales, avec voilà, un circuit très, très court. Je suppose aussi que l'accès à l'eau sur certaines exploitations permet le développement de cette filière. Oui, exactement. Donc, bon, ben, voilà, après, au niveau itinéraire technique, et, donc, on s'assure vraiment que les producteurs qui s'engagent dans la filière popcorn répondent aux critères, voilà, au cahier des charges. Et voilà, on suit vraiment la production de A à Z. On est une équipe vraiment dédiée. Merci. Alors, on va poursuivre les échanges autour un peu, avant d'aborder vraiment le cœur du sujet qui est la valorisation économique, sur les aspects agronomiques. Je suppose que les filières ou les espèces que vous souhaitez développer vont s'insérer dans des rotations, dans des systèmes de culture déjà existants, des producteurs. En quoi les filières que vous représentez voilà, constituent des bénéfices pour améliorer les systèmes de culture, les rotations des agriculteurs aujourd'hui? Bon, ben, nous, c'est du maïs, donc en termes de rotation, bon, voilà, on s'inscrit au même titre qu'un autre maïs classique. Mais ce qui fait vraiment la particularité de la filière popcorn aussi, c'est notre esprit. En fait, on soutient vraiment une transition vers des pratiques agricoles durables. Et voilà, on rémunère justement cette transition agroécologique à travers des primes. Donc, je pense que c'est un gros bénéfice. Les couverts végétaux, on encourage tout ça. Voilà. Ouais. Est-ce que vous pouvez détailler justement un petit peu ce qui fait effectivement cette originalité, à la fois sur le volet agronomique et puis peut-être aussi sur la valorisation de cet engagement par les agriculteurs? Du coup, donc, bon, on accompagne tout ce qui est voilà, installation de couverts végétaux, donc que ce soit estivaux ou hivernaux. Donc on a un vrai accompagnement tout au long de la culture. Ensuite, pour sécuriser aussi une récolte assez précoce, au niveau de l'itinéraire technique, nous, on a des dates de semis assez précoces pour justement éviter tout ce qui est pic de chaleur, éviter des irrigations trop tardives ou trop précoces. Et voilà, tout ce qui est accompagnement aussi au niveau du désherbage avec des outils vraiment de précision, comme des survols de drones pour éviter évidemment tout ce qui est datura, puisqu'on est en qualité alimentaire, donc on s'assure d'avoir un cahier des charges au plus près, voilà, et même au-delà de ce qui est demandé. Parfait. Thierry, alors comment on intègre les légumes secs dans les rotations peut-être plus traditionnelles des grandes cultures? Donc effectivement, nous on s'intègre pleinement dans les rotations grandes cultures et on est vraiment une plus-value du coup pour l'itinéraire, pour la rotation globale, puisqu'on a l'effet positif quelque part de la partie légumineuse, qui est une excellente du coup tête de rotation et qui viennent du coup rallonger, comme le champ finalement, on va se retrouver sur pas mal de sujets je pense, qui viennent rallonger aussi les rotations et qui permettent du coup d'améliorer la rotation et la rentabilité économique de l'ensemble de la rotation. Donc il y a un plus sur la partie contrat et plus-value de la production elle-même. J'ai bien aimé l'intervention de tout à l'heure qui disait il faut mesurer la marge brute de la culture, oui mais pas que. Et là, en l'occurrence, les légumes secs, ils ont vraiment cet avantage de ramener la plus-value sur la marge brute de l'année, mais également l'impact positif pour l'ensemble des cultures qui vont suivre la rotation, quoi. Mais quel est le temps de retour, par exemple, d'une culture de lentilles sur une même parcelle? Donc on va être plutôt sur des rotations qu'on cherche à être suffisamment longues, donc on va être plutôt sur du 4-5 ans en termes de temps de retour pour justement éviter... ne pas rentrer justement dans un modèle trop intensifié qui nous amènerait des problématiques que l'on ne sait pas gérer aujourd'hui sur ce type de culture. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est des temps longs, mais qui nous permettent vraiment de rentrer dans des rotations avec des céréales à paille ou oléagineux qu'on a dans nos rotations classiques localement. Merci.
Alors Victor, bon, je sais que vous n'êtes pas agronome, mais je sais que vous avez été très bien coaché par un éminent représentant de la Chambre d'agriculture de l'Aude. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire voilà, sur les bénéfices agronomiques de la culture du chanvre et le temps de retour voilà, sur la même parcelle? Alors, sont assez similaires donc, à la personne qui est à côté de moi en termes d'avantages agro. Donc c'est vrai que je ne suis pas ingénieur agronomique, mais j'ai partagé quelques journées assez laborieuses avec tous ces techniciens, mais aussi ces chambres que je remercie, hein, de l'Aude et puis l'Ariège, l'Haute-Garonne et le Tarn qui se sont associés à ce projet, afin de démêler tous ces nœuds qu'on peut avoir, parce que l'industrie lourde a besoin d'être sécurisée par la maîtrise des gisements. Et c'était un objectif que je m'étais fixé comme voilà, essentiel dans la maîtrise de mon outil industriel, afin de connaître aussi les problématiques agricoles et d'adapter l'outil industriel en fonction des objectifs que je m'étais fixés. Donc bien évidemment, on parle de consentement, il faut acheter quelque chose et que les agriculteurs puissent bien sûr être bien rémunérés. Et en connaissant donc tous ces itinéraires techniques, l'imprégnation au cœur du système agricole m'a permis aussi d'évoluer sur la rigueur et la méthodologie de mon industrie pour chercher des axes d'amélioration pour consentir le bon prix autour de cette matière première. Ensuite, sur la diversification et l'orientation technique que l'on souhaitait faire, c'est qu'on a souhaité aussi qu'une société soit créée par les agriculteurs qui s'appelle Oc Chanvre, qui nous permettent aussi de planifier la gestion de l'achat des semences, les rendements, mais aussi la localisation des surfaces. Pourquoi? Parce qu'on transporte de la paille. Et cette paille, bien sûr, elle a un impact significatif dans le transport, parce que c'est volumineux. Et donc toute cette réflexion autour de ce travail de recherche que nous avons fait nous ont permis de définir de façon précise notre modèle économique final. D'accord. Alors, justement, maintenant, on va garder le micro. On fait des allers-retours comme ça. On va aborder les aspects économiques. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un petit peu les facteurs qui fondent un peu la plus-value de la culture du chanvre, en l'occurrence, hein, et comment vous allez, quelque part, être attractif auprès d'agriculteurs pour les encourager à intégrer du chanvre dans leur rotation? Alors, effectivement, quand on parlait de sécurisation des gisements, les terres ne m'appartiennent pas. Donc elles sont aussi au consentement de chaque agriculteur qui souhaite adapter en fonction du modèle économique le type de matière première qu'il souhaite mettre en œuvre. On a voulu être imaginatif dans notre stratégie industrielle et donc structurée par une société primaire de commercialisation de matières premières pour la société d'exploitation que je préside. Mais de l'autre côté aussi, c'est proposer à des groupements d'agriculteurs de rentrer à la capitalisation de notre société afin de pouvoir aussi avoir une connaissance parfaite et une transparence parfaite de notre modèle économique. D'accord. On a parlé ce matin de la contractualisation, voilà, oui. Notamment en agriculture bio, c'était un mot qui est revenu souvent. Est-ce que c'est un mode d'échange ou d'organisation avec les producteurs que vous envisagez? Bien évidemment, vous ne pouvez pas demander à des agriculteurs de rentrer au capital et ensuite mener une gestion très autoritaire sur le consentement des prix. Donc c'est des contrats pluriannuels que nous allons élaborer avec les agriculteurs, avec une visibilité à long terme, bien évidemment. Je vous donne quelques chiffres quand même, parce que c'est une industrie, et j'officialise aujourd'hui le lancement du projet dans son ensemble. Hein. C'est plus de 35 millions d'euros d'investissement lourd entre l'exploitation et la partie, le volet immobilier. Donc bien évidemment, quand vous faites des investissements aussi colossaux, on vous demande de la visibilité à long terme pour bien évidemment les acteurs financiers qui sont autour du financement de ce projet. Et donc la stratégie que nous avons, c'est la régularité dans le consentement à avoir à long terme avec les agriculteurs. Ça, c'est la pierre angulaire de notre stratégie. Et bien évidemment, la présidente de région, Madame Carole Delga, est très attentive à ce projet. Et elle nous demande aussi d'avoir ce modèle qui corresponde aussi à ce qu'elle souhaite mettre en place aussi.
Mais juste, et après on fait tourner le micro, hein. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée de la valorisation aujourd'hui de la paille de chanvre ou c'est pas encore suffisamment non, mais je vais vous donner quelques indices. Donc, je suis un baroudeur hein, quand même, hein, j'ai 55 ans, j'ai monté des usines un peu partout dans le monde, hein, la Tunisie, l'Asie, un peu partout, et bien sûr j'ai cette capacité et cette volonté à connaître aussi le modèle économique sur lequel je m'appuie. Et bon, vous connaissez les régions de l'Aube et d'autres régions qui se sont lancées dans la culture du chanvre. Nous avons fait du transfert de compétences, on s'est déplacé avec les chambres d'agriculture aussi, partager les expériences et bien sûr le prix aussi d'acquisition de ce type de matières premières afin de comparer des données économiques et savoir si elles étaient adaptables en Occitanie. Donc, alors, selon la technique du chanvre, parce que le chanvre peut être rouille, non rouille, alors là je parle pour les techniciens, nous on est parti sur une technique non rouille pour des raisons de facteurs pédoclimatiques, dans la régularité de transformation de matières premières. Et ensuite, en fonction de la comparaison du nord au sud, on a un consentement plus élevé que celle du nord, en termes de pourquoi ? Parce que cette culture nécessite des investissements au niveau des machines, une expérience aussi à avoir, donc une montée en puissance, et on a dans notre modèle économique pris en compte ce facteur. Très bien. Alors, maintenant, Thierry, pour Euralis, qu'est-ce que vous envisagez? Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner déjà quelques éléments chiffrés peut-être de plus-value apportée par ces cultures de légumes secs et comment vous allez fidéliser aussi vos producteurs? Donc aujourd'hui, effectivement, c'est déjà, premièrement, on travaille avec nos coopérateurs. Donc, qui dit coopérateur dit fidèle de fait. Pour moi, les principaux points par rapport à ce sujet sécurisation, parce qu'en fait, c'est vraiment la globalité du sujet sécurisation du revenu pour les producteurs. Il y a 3 axes. Un, Christophe Paulet le rappelait tout à l'heure, en fait, quand on est sur un marché, il faut avoir un marché au final, il faut un acheteur en face. Aujourd'hui, on a sécurisé cette partie-là avec notre partenaire historique. Et encore une fois, sur pas la projection de la potentielle montée du marché végétal dans l'avenir, mais en fait sur déjà le marché actuel, quoi. Donc en fait, on a sécurisé avec notre partenaire la capacité à vendre les productions qu'on mettra en place. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a travaillé sur nos fondamentaux en fait au niveau de la coopérative. Aujourd'hui, toutes nos filières sont basées sur la contractualisation. Donc on contractualise dès le début de la campagne les surfaces, le prix, et tout est connu, on va dire, par avance pour le producteur. Dans ce contrat-là, on travaille sur un schéma de sécurisation, donc c'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur un euro par tonne simple comme on pourrait avoir sur d'autres marchés. On est en fait sur un système qui garantit une partie fixe en fait de rémunération au producteur plus une rémunération à la tonne. Donc ce qui permet de venir couvrir à minima toutes les charges et qui vient permettre en fait aux agriculteurs de tester et de se lancer en fait dans le schéma et de pouvoir progresser petit à petit. Et le dernier levier qu'on a sur la partie sécurisation, c'est que on l'a dit par rapport à la partie semence, on a utilisé nos fondamentaux aussi, c'est qu'on a mis en place des caisses de compensation, donc on appelle ça nous des caisses de compensation, qui sont des systèmes de mutualisation du risque et qui permettent pour les producteurs qui ont un accident une année de toucher une indemnité en cas de problème et pour ceux qui ont une performance supérieure de cotiser à cette caisse et ainsi de suite, de mutualiser le risque et de progresser, je dirais, collectivement ensemble. Alors ça, c'est un élément important, Christophe Vogrinsig insistait là-dessus, la prise de risque. Comment vous accompagnez enfin vous l'avez un petit peu développé, mais est-ce que vous pouvez insister un peu sur l'accompagnement de cette prise de risque des producteurs? Alors il y a un volet économique, il y a peut-être un volet technique, comment vous l'abordez? Donc le volet économique, effectivement, il est couvert par la partie contractuelle. On calcule chaque année et on mesure l'évolution des charges dans les exploitations et à minima, toutes les charges de l'exploitation doivent être couvertes de façon fixe pour les producteurs qui se lancent avec nous dans la production. Donc ça, c'est calé, c'est contractuel. Et dès la signature du contrat, l'agriculteur sait qu'il y aura une partie fixe qui permettra de venir gérer ce montant-là, ce niveau de charge. La partie caisse de compensation que j'ai détaillée est le second élément. Et ensuite, on a aussi également des équipes techniques qui accompagnent en fait les producteurs sur plusieurs éléments. Un, la partie spécifique de la culture avec des spécialistes du légume qui sont mondiaux, donc qui ont quelque part cette sensibilité de production qui accompagne sur la spécificité, et nos équipes de la coopérative qui accompagnent plutôt sur la partie sol, connaissance des parcelles, et qui viennent amener quelque part
cette mesure en fait aussi au niveau du champ pour bien comprendre ce qui se passe dans les parcelles et bien comprendre en fait les réussites et les échecs et pouvoir aussi quelque part progresser petit à petit. Quels sont les éléments clés de réussite de ces cultures-là? Alors, les éléments clés, il y en a deux majeurs, mais je dirais comme dans toutes les cultures, il y a la première, c'est l'implantation. On est sur des cultures qui ont, contrairement aux champs, un effet qui sont plutôt des cultures courtes, donc qui dit bonne implantation, dit bonne couverture du sol, dit maîtrise de l'enherbement. Et le second levier, c'est surtout la récolte, puisque sur la récolte, en fait, on a un enjeu, c'est récolter le maximum de graines et surtout de préserver la graine pour en fait pouvoir l'utiliser, puisqu'on est dans un process derrière industriel qui dit une graine abîmée à la récolte peut être une graine qui se dégrade, on va dire, dans la transformation, quoi. Parfait, merci. Alors on poursuit. Pour vous, Angélique, et la coopérative, enfin la structure Nataïs, voilà, quels sont vos modes de relation avec les producteurs? Comment vous fidélisez vos producteurs? Comment vous accompagnez la prise de risque aussi, tel qu'on l'avait discuté? Donc nous, oui, comme on est vraiment sur une filière courte et on connaît parfaitement les débouchés qu'on va avoir, on met en place un plan de production vraiment adapté aux besoins du consommateur et voilà, aux besoins du client final. Donc on sait que voilà, les surfaces qui seront contractualisées, on sait qu'on aura la demande derrière. Donc voilà, et 100% des surfaces qui sont mises en production, contractualisées, et nous on s'engage vraiment à acheter la marchandise. Donc après sur le volet contractualisation, nous ça marche on va dire on a deux gros pôles. On a un pôle qui est indexé en fait sur le cours Euronext, où là vraiment le producteur a la main dessus, peut passer ses ordres de vente. Et bon, on a aussi modulé, on a mis une option prix moyen, parce qu'on sait que bon, suivant les profils, on a des producteurs qui veulent garder la main sur voilà, les ordres de vente. Il y en a d'autres qui y suivent moins, donc bon voilà, on a essayé de moduler ça. Et ensuite vient se rajouter à ce prix, voilà, en eurotonne, vient se rajouter des primes. Donc voilà, diverses et variées, et qui correspondent vraiment à notre cahier des charges et pour atteindre une qualité premium de graines derrière. Donc voilà, au niveau contractualisation, ça fonctionne comme ça chez Nataïs. Et pour vous dire, l'année dernière, on a 40 nouveaux producteurs qui sont arrivés dans le réseau. Et cette année, c'est 100% de ces producteurs-là qui ont continué, qui se sont réengagés avec nous cette année, quoi. Non, mais alors du coup, en termes de valorisation économique, vous l'avez cité tout à l'heure, hein, il y a aussi ce volet crédit carbone. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et peut-être nous donner quelques éléments chiffrés? Donc voilà, la prime carbone vient inciter et soutenir aussi les agriculteurs pour aborder aussi une transition agroécologique. Et donc à travers cette prime, donc, on a une prime plancher de 45 € par tonne de carbone séquestré. Donc ça, c'est quand il y a une implantation de couvert. Donc ça aide aussi le producteur, ça l'incite parce que bon, il y a un coût quand même de l'implantation du couvert derrière. Et ensuite, avec des images satellites et toute une méthode de calcul, voilà, on est appuyé par le CESBio aussi. On a développé toute une méthodologie de calcul de carbone séquestré durablement dans le sol. On vient voilà, rajouter des euros tonnes. Et pour vous donner un exemple, l'année dernière, on avait en prime moyenne 75 € à l'hectare voilà, de tonnes séquestrées par tonne séquestrée de carbone. Une prime moyenne de 75 €. Donc, alors que la prime plancher se situe normalement à 45 €. Donc voilà, des beaux couverts et voilà, une prime qui incite aussi à implanter. D'accord. Et donc, on est autour de combien de tonnes de carbone séquestrées par hectare avec ces pratiques? On est aux alentours de 8000 tonnes de carbone séquestré, quoi. En tout? Voilà, okay. Sur tout le bassin sud-ouest. Et à peu près un ordre d'idée, l'année dernière, Nataïs a versé plus de 460 000 € de prime carbone. Ok. Voilà. Donc, parfait, mais c'est intéressant, merci. Alors du coup, on va se projeter un petit peu. Bon, Occitanie, aujourd'hui, on ne peut pas aborder le développement de certaines, des cultures et des productions végétales notamment, sans aborder la question de leur adaptation au changement climatique.
en quoi vous pensez que vos productions sont tout particulièrement adaptées à l'évolution du climat, ou quels sont, selon vous, les leviers sur lesquels vous devrez accompagner les producteurs pour permettre et pérenniser vos productions? Voilà, en maïs, le point, je pense, essentiel, ça sera l'accès à l'eau avec l'irrigation. Donc nous, on accompagne les producteurs à travers une connaissance vraiment très approfondie de nos variétés. On a vraiment un partenariat privilégié avec le sélectionneur. Donc on évalue toutes les variétés dans notre secteur Grand Sud-Ouest. Et grâce à cette connaissance approfondie, on peut placer au mieux les variétés. Ensuite, on a des outils d'aide à la décision comme des sondes capacitives où on viendra placer vraiment des irrigations au moment optimum de la culture, quoi. Mais c'est vrai que sans irrigation, ça va être un gros défi. Donc c'est pour ça qu'aussi on accompagne dans l'agriculture durable et la transition agroécologique. Parfait. Thierry, alors les légumes secs, une voie d'avenir, même dans un contexte de changement climatique? Les légumes secs, donc du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, en particulier par la partie Occitanie, c'est deux cultures qui sont, les lentilles et les pois chiches sont deux cultures produites sans irrigation, donc en culture sèche. Aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, on a effectivement l'enjeu de l'eau, mais l'enjeu de l'eau, c'est surtout l'enjeu en fait des épisodes pluvieux et intenses souvent que l'on a à gérer sur ce type de culture. Donc, d'où le travail que l'on réalise en fait sur la capacité des sols en fait à absorber aussi quelque part à retenir de l'eau, mais à absorber aussi ces éléments violents qu'il peut y avoir des fois en termes d'eau, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux enjeux clés, c'est l'implantation et la récolte. Donc une implantation faite dans de mauvaises conditions avec la mauvaise préparation, le mauvais travail du sol et le mauvais semis peut du coup engendrer une perte de rendement très significative. Et de la même manière, même si on est plutôt sur des cultures qui se récoltent pendant l'été ou début d'automne, le chantier de récolte, il faut aussi qu'il se fasse dans de bonnes conditions. Donc en fait, il nous faut absolument travailler sur la capacité du sol en fait, à absorber ces éléments et ces différents chocs qu'il peut y avoir climatiques. Merci. Victor, pour la culture du chanvre, qu'en est-il? Alors, comme mon collègue aussi, on a les mêmes problématiques et les mêmes avantages, donc pas d'irrigation d'eau. Et aussi ce phénomène qui peut être pluvieux et qui peut avoir un impact, notamment après la fauche. C'est sur le démarrage du pourrissement de la matière première. Donc voilà, il y a une stratégie aussi là-dessus à avoir concernant la régularité de la matière première qu'on souhaite transformer. Et aussi de voir voilà, cette année a été une des années les plus pluvieuses depuis 30 ans. Je crois que les chiffres sont... donc vous voyez que j'ai quelques connaissances en agronomie quand même. Et, climatologie. Voilà, mais on a déjà caractérisé des matières premières qui avaient l'année dernière eu un climat plus clément, et cette année avec un climat plus chaotique. Et on a eu des rendements quasiment similaires en termes de ratio de productivité. Donc ce qui nous conforte, vous voyez, dans notre modèle futur, dans la régularité, dans la performance de cette plante. Et ensuite, entre le nord et le sud, parce que on trouve beaucoup de chanvre dans le nord, leur rendement, bon, c'est des régions plus pluvieuses que le sud, donc les facteurs pédoclimatiques sont beaucoup plus élevés. Chez nous. Donc on a voulu aussi voir la différence d'une région à une autre. Donc les rendements moyens sur des années normales sont compris entre 6 à 8 tonnes à l'hectare quand il y a des conditions clémentes. Ça peut aller jusqu'à 10 tonnes, mais il peut y avoir des années où il y a une catastrophe pour des mauvaises conditions. Donc là, ça fait 2 années successives où on a des rendements similaires, donc on espère dans le futur avoir les mêmes ratios. Parfait. Alors, on va aborder la question un peu du développement de vos productions. Bon, Victor, vous êtes déjà peut-être dans l'expectative ou dans l'espoir de réussir à contractualiser 4000 hectares, mais est-ce qu'au-delà, dans vos rêves les plus fous, vous avez d'autres ambitions? Oui, je vais vous donner quelques chiffres, hein, mais qui sont un modèle économique. Je vous ai donné des parts de marché et la stratégie commerciale. On a fait faire une étude de marché qui a été faite par l'Institut français textile et habillement sur l'utilisation des géotextiles dans le monde, et en Europe et en France. Est-ce que vous pouvez nous montrer à quoi ça ressemble un géotextile? Vous en avez des... J'avais pris des éléments avec moi. Donc, sur une photo déjà, voilà, c'est une utilisation d'un géotextile avec
pour séparer des nappes de terre et de gravier afin de pouvoir éviter la pollution d'une nappe par rapport à une autre. Mais ensuite, on peut trouver divers géotextiles dans diverses applications, dans le maraîchage, mais dans les renforts, dans les applications génie civil, on en trouve partout. Le marché français est aujourd'hui de 140 millions de mètres carrés annuels. Mais l'étude a démontré aussi sur les perspectives de marché futurs, notamment l'érosion côtière qui est estimée aujourd'hui à 16 000 km² à stabiliser compte tenu de l'érosion. Et puis d'autres marchés avec de la potentialité. On a rencontré donc M. Farandou de la SNCF. Son besoin de revégétalisation et de stabilisation de talus équivaut à 40 000 hectares par an. Donc si vous faites 40 000 hectares fois 10 000 mètres carrés à l'hectare, vous avez une potentialité de 400 millions de mètres carrés de géotextiles qui seraient nécessaires. Et avec un besoin de fibres, donc de chanvre à hauteur de 25% sur un mètre carré, il faudrait 50 usines dans la France juste pour alimenter le besoin rien que de la SNCF. Donc imaginez-vous la potentialité de duplication d'usines dans chaque région. Et il faut savoir que chaque usine de transformation doit être géolocalisée à côté des champs pour les problèmes logistiques. Donc c'est pour ça que on a déposé un brevet, bien sûr. Il y a toute une verticalité de filière, il y a toute une réflexion qui nous permettent de fédérer d'autres acteurs qui seraient intéressés à venir collaborer sous forme de licence ou d'exploitation, le même modèle que le nôtre. Ok. Alors, Thierry, au niveau des légumes secs, vous parlez, je crois, de milliers d'hectares, c'est ça? Quelles sont vos perspectives de développement? Alors, les perspectives de développement, aujourd'hui, déjà la première étape, c'est répondre à la demande du marché actuel. Et encore une fois, ce marché actuel, il est souvent approvisionné par des pays tiers, pays mondiaux, on va dire approvisionnement canadien, approvisionnement de l'Inde. Aujourd'hui, c'est ces lentilles et ces pois chiches que l'on retrouve le plus souvent sur le marché français, plus que de la production française. Donc déjà, c'est répondre à reprendre ces parts de marché avec Production France et avec un enjeu qui est clé, c'est la compétitivité de la production française. Aujourd'hui, clairement, si les industriels rentrent du marché, enfin des tonnes de l'extérieur, c'est qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus compétitives que les tonnes que l'on produit ici en France. Donc on a un enjeu qui est clé pour pouvoir développer le marché, c'est être compétitif et répondre à toutes les problématiques techniques qu'il peut y avoir sur ces productions-là pour du coup venir stabiliser un prix. Et une fois qu'on aura stabilisé ce prix-là, on voit que c'est un marché qui est en forte croissance en France. La protéine végétale, on vous l'a dit tout à l'heure dans vos différentes interventions, mais c'est un marché en pleine croissance. Je ne sais pas quelle est la limite, mais en tous les cas, on s'attelle à déjà répondre à la première étape avant de se projeter sur la suivante. Bon, très bien. On voit donc que l'évolution des habitudes alimentaires commence déjà à se faire sentir sur vos besoins. Oui, tout à fait, c'est déjà d'actualité et on voit que c'est en train de s'accélérer. Donc il faut répondre à cet enjeu et c'est pour ça qu'on a pris beaucoup de plaisir à se lancer ce projet-là. Parfait. Alors, côté Popcorn, quelles sont vos perspectives de développement ? Alors nous, on est sur le marché du snacking, donc marché en constante évolution et des fortes demandes. Donc ce qui nous freinait en fait jusqu'à présent, on avait la demande client, mais on n'avait pas les capacités de stockage derrière. Donc on était vraiment limité par cette étape-là. Et donc depuis la campagne 2024, il y a un gros projet d'investissement, 18 millions d'euros qui vont être investis dans un outil de stockage. Donc à terme, on aura 25 000 tonnes de plus de capacité de stockage. Donc ils pourront répondre vraiment aux demandes de marché et du coup, mécaniquement, les surfaces de production augmenteront. Alors du coup, ces 25 000 tonnes, vous pouvez nous les traduire en nombre de producteurs, nombre d'hectares ? L'objectif, c'est plus 10% tous les ans, voilà. Et à terme, c'est d'arriver à 80 000 tonnes de produits par an. Parfait. Alors, vous êtes plutôt face à un public de conseillers qui accompagnent les agriculteurs. Est-ce que, pour terminer, vous pouvez nous dire
quels sont les éléments clés de l'accompagnement que vous verriez pour les agriculteurs? Voilà, sur le plan agronomique notamment, peut-être sur le plan comment motiver des producteurs à vous rejoindre et à se lancer dans les différentes aventures là, que vous nous avez illustrées ce matin. D'accord. Donc déjà, nous, on est une équipe de 6 ingénieurs conseils. Donc c'est vrai qu'on va faire aussi de la prospection, c'est aussi notre rôle. On va contacter des agriculteurs, des producteurs. Et souvent aussi, c'est eux qui nous appellent. Ils sont en recherche de diversification, demander des renseignements sur tout ce qui est itinéraire technique, équipement. Et la marge brute aussi derrière, c'est qu'il y ait une valeur économique aussi importante. Donc nous, on est à leur écoute. On va leur exposer l'itinéraire technique, les avantages du contrat. Et en fonction de ça aussi, on regarde s'ils remplissent vraiment les critères. Parce que on est aussi dans un partenariat. On veut que tout le monde soit pas face à un échec, mais face à un succès. Et surtout, avoir une fidélisation du réseau et augmenter en compétences tous les ans le réseau de producteurs qu'on peut avoir, quoi. Parfait. Même question pour vous, Thierry. Comment motiver des producteurs et comment bien les accompagner pour qu'ils soient, pour que déjà votre objectif de production soit atteint? Alors nous c'est pareil, on a une structure d'accompagnement pour nos producteurs. On a également créé une organisation de producteurs. Donc on fait partie des rares ou la seule en France aujourd'hui organisation de producteurs sur la partie protéines végétales. Donc on s'est structuré aussi pour se donner les moyens et économiques et techniques de pouvoir accompagner nos producteurs. Bien entendu, on va avoir besoin de nouveaux producteurs pour pouvoir suivre la demande qui nous est faite. Et nous aujourd'hui, vraiment les points à mettre en avant, c'est vraiment cet avantage sur le cadre des rotations et sur l'intérêt économique que ça peut amener à des producteurs. Donc voilà, je fais aussi un appel à toutes les personnes présentes. Si vous avez des producteurs intéressés, ils peuvent se rapprocher de la coopérative et on peut rediscuter de l'intérêt avec n'importe quel producteur, puisqu'on aura besoin de développer nos productions. Victor, vous aussi, vous faites un appel au peuple? Produisez du chanvre? Mais moi j'y vais avec le fusil. Donc j'y vais avec le fusil. Donc non, plus sincèrement, l'implication des chambres d'agriculture ont joué un rôle essentiel dans la structuration du projet, mais aussi fédérer les acteurs agricoles autour de ces nouveaux concepts industriels. Donc les premières démarches, c'est moi qui les ai faites comme conseiller, mais aussi il faut sécuriser l'agriculteur, parce que bon, j'ai vu que ce métier avait des techniques ancestrales, il y a encore des personnes qui sont attachées à certains mécanismes. Donc nous on vient de le monde de l'industrie, donc on vient d'un univers totalement différent et des fois on se pose même la question où on est, parce que mais j'ai trouvé des gens charmants qui sont en attente, tous les chiffres sont édifiants, on baisse des surfaces, cherche de stabilité des prix, cherche des diversifications, investissement, risque. Donc tous ces paramètres ont fait que je pense que ce projet a eu écho pour stabiliser aussi une vision opérationnelle de ce type de projet. Et donc ces chambres continuent maintenant à stabiliser ce projet et fédérer des acteurs. Il faut savoir qu'on avait plus d'acteurs qui voulaient se positionner sur les surfaces que le potentiel qu'on avait donné. Donc ça montre quand même un signe d'espoir pour nous, de consolidation économique et de longévité. Parfait, merci pour vos témoignages. Alors est-ce qu'on prend quelques questions? Voilà, le traiteur n'étant toujours pas arrivé. Alors quelques questions de la salle et puis non, c'est une blague, on ira manger. Question. Cécile. Bon, moi j'ai juste une question très terre à terre, court terme. Vous avez parlé de perspectives en termes de développement. Est-ce que vous recherchez des contrats pour cette année ou est-ce que pour cette année vous avez déjà ce qu'il vous faut en termes d'agriculteurs? Voilà. Est-ce qu'il y a des opportunités déjà pour 2025 ou est-ce que c'est trop tard? Je commence pas. Pour les 3 filières. Ça va aller vite, on approche rapidement des semis, donc effectivement on a déjà bouclé tous nos plans de production, mais voilà, on aura besoin pour 2026. Oui, nous c'est pareil, on a bouclé le plan de production, donc voilà pour les commandes de semences, et par contre voilà pour 2026, pas de soucis, vous pouvez revenir vers nous. Voilà.
Donc rendez-vous 2026, Cécile. Alors pour moi, très rapidement, l'outil industriel sera opérationnel en septembre 2026. Donc en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une activité annualisée, mais on a voulu monter en croissance, mais on avait des problèmes de stockage. Donc il a fallu prendre aussi tous ces paramètres techniques en place pour adapter les surfaces agricoles en fonction du démarrage de notre activité. Et pour répondre très rapidement à votre question, d'après les éléments et les agriculteurs avec qui je suis, on a couvert les besoins en termes de surface pour cette année. L'année prochaine, on espère doubler et compenser le retard qu'on a eu à l'allumage cette année. Parce que comme toute industrie, croyez-moi, c'est pas simple de monter une industrie en France. On est soumis à plusieurs autorisations parce qu'on est classé ICPE, donc avec des dérogations. Et on imperméabilise quand même 3000 m² dans une zone industrielle qui a été industrialisée dans le passé, mais qui sont soumis à toute la réglementation, qui demande énormément d'implication de la part de toutes les institutions pour être prêt le jour J à démarrer. Donc c'est pour ça qu'on est entre deux chaises et deux feux afin de démarrer et d'avoir les surfaces nécessaires. Bonjour, Stéphane Ballas pour Chambre d'agriculture du Gers encore. C'est assez cocasse de voir Euralis à côté d'une société qui produit des géotextiles, parce qu'en fait les plus anciens peut-être se souviendront de l'affaire Agrofibre, qui avait monté, en tout cas repris Euralis à l'époque et qui avait produit plusieurs milliers d'hectares de chanvre dans le sud-ouest et qui a une dizaine d'années a fondu les plombs et a tout démantelé. Enfin bon. Donc je vous encourage peut-être à échanger. Moi, la question que j'avais, c'était surtout par rapport au géotextile. Comment vous vous positionnez par rapport aux importations de géotextiles des pays asiatiques, notamment de l'Inde qui en produit énormément et qui nous en vend énormément. Donc comment vous comptez, au niveau de l'écart de prix, vous positionner? Alors, déjà pour répondre à votre question, Monsieur Ballas, moi je connais votre nom aussi et je me renseigne sur tout le monde et je regarde aussi ce qui s'est passé dans le passé et éviter de tomber dans des problématiques anciennes et ne pas renouveler et réitérer ce qui s'est passé dans le passé. Le passé appartient au passé, le présent appartient au présent et aujourd'hui, c'est de nouvelles personnes qui sont à la tête de cette industrie et qui ont une stratégie totalement différente. La première, c'est une verticalité totale du champ au produit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est l'aspect concurrentiel. Je n'ai pas à vous cacher aujourd'hui que notre monde est en train d'évoluer à la vitesse grand V sur la transformation de tous nos consommables, l'énergie, les voitures. Donc on est sur la décarbonation, sur la réduction des plastiques. Le marché du géotextile, c'est 94% de produits pétrosourcés qui viennent d'Asie, comme vous venez de le dire. Vous connaissez la réglementation qui va avec la COP 28 puis la COP 30, qui vont interdire l'utilisation de certains géotextiles pétrosourcés pour certains usages. Je vous ai parlé de parts de marché tout à l'heure. Nous avons l'intention de produire 3% des parts de marché français. Mais on ne se ferme pas la France, on se ferme sur les marchés européens. Sur les marchés en perspective, c'est colossal en termes de demande. Mais bien sûr, pour sécuriser notre capacité à produire des géotextiles qui soient caractérisés aux besoins des donneurs d'ordre, mais aussi des bureaux de certification avec qui nous travaillons, le CEREMA, le SISTRA, mais aussi les membres du comité ASCAL qui nous accompagnent dans la caractérisation de nos produits. Tous les produits que nous avons mis en place correspondent totalement à des besoins sur la stabilisation et la revégétalisation des talus. Donc bien évidemment, les plus gros consommateurs, on est allé les voir pour savoir si notre modèle économique en termes de consentement, de vente de produits au mètre carré, comparé à des produits pétrosourcés, qui ont des problématiques à très court terme sur une interdiction quasi totale de l'utilisation en fonction de certaines applications. Mais ensuite, vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui. L'Amérique veut vendre, avec la balance commerciale Amérique, Europe, vendre plus de pétrole. Et donc le cours de pétrole va augmenter et le pétrole va avoir un impact significatif sur le coût de production des géotextiles.
Donc le fait est que pour compenser cet écart entre les produits pétrosourcés et biosourcés, on a compensé par la super productivité de notre machine pour avoir des rendements et une efficience totale pour venir diminuer l'assiette entre le comparatif d'un produit pétrosourcé et biosourcé. Donc là, cette analyse fine que nous avons fait, le contact avec les donneurs d'ordre, les caractéristiques techniques obtenues sur nos produits nous confortent dans notre modèle. Alors, il n'y a plus d'autres questions? Bon, allez. Écoutez, moi je vous propose de remercier chaleureusement nos 3 intervenants, ainsi que l'ensemble des intervenants de ce matin.